La seconde partie de Face à Rioufol, toujours avec Yvan bien sûr, Gabriel Cluzel également. Et nous sommes avec Alain de Benoît. Bonsoir Alain de Benoît. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes philosophe, que vous avez écrit notamment L'exil intérieur, Nous et les autres, l'identité sans fantasme. Yvan Rioufol, pourquoi avoir invité ce dimanche soir Alain de Benoît? Écoutez, parce que je voudrais réparer une injustice qui frappe Alain de Benoît, qui depuis les années 70 est étiqueté extrême droite. Il était l'initiateur de la nouvelle droite dans les années 70. Et depuis ce temps-là, il est devenu infréquentable au point même que je reconnais que moi aussi, j'ai mis du temps à le lire. Et quand je l'ai lu, alors vous avez écrit 135 livres, je crois. Donc je n'ai pas lu tout ce que vous avez écrit. Mais des quelques livres que j'ai commencé à lire tardivement, je n'ai pas vu quelqu'un d'extrême droite. Je n'ai même pas vu quelqu'un de droite. J'ai même plutôt vu quelqu'un de gauche. Donc vous me direz si vous vous situez quelque part entre la droite et la gauche, ou même si vous vous situez tout court. Et donc, je trouve que cette injustice devait être réparée, c'est pour cette raison-là. Et puis que j'ai également un faible, dans le fond, pour les indésirables, parce que je trouve que quand on veut faire taire les indésirables, c'est qu'ils ont souvent des choses intéressantes à dire. Et donc, pour toutes ces raisons-là, soyez le bienvenu. Ouais, vous savez, quand j'entends des qualificatifs de ce genre, moi, je réagis avec un formidable éclat de rire. Parce que l'extrême droite, d'abord, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais... Personnellement, j'ai horreur de l'extrémisme. Comme vous l'avez dit, je ne me reconnais pas toujours dans la droite. Donc, évidemment, ça ne me paraît pas très bien articulé, tout ça. Mais surtout, c'est un indice formidable, c'est un aveu formidable pour dire qu'on n'a jamais rien lu de moi. Vous avez changé d'avis, vous venez de le dire. Vous avez fait le geste interdit, vous m'avez lu. Bah, évidemment, quand on lit, on s'aperçoit que c'est tout autre chose. Moi, je ne suis pas un acteur de la vie politique, je suis un essayiste, un écrivain, un intellectuel qui essaye de comprendre le moment historique dans lequel nous nous trouvons et puis de le faire comprendre à ses contemporains. Et j'aime les critiques, j'aime beaucoup les critiques, mais il n'y a plus de critiques, au sens de l'antique disputation, vous savez. Quand on vous oppose une critique bien formulée, un argument intellectuel précis, c'est passionnant pour un intellectuel. Mais ça n'existe plus. Est-ce que vous avez été blessé ? C'est remplacé par les mantras. Vous avez été blessé par votre relégation ? Comment ? Vous avez été blessé personnellement par votre relégation ? Non, c'est jamais quelque chose qu'on accueille avec du grand plaisir. Mais au fond, c'est le prix de la liberté. C'est le prix de l'indépendance. Moi, je suis d'abord un esprit libre, un penseur indépendant. Un rebelle. Vous dites que vous êtes un rebelle. Ben, on est forcément rebelle. J'ai écrit un livre qui s'appelle... vous venez de le dire, L'exil intérieur. Alors, une parenthèse, permettez-moi de le dire, c'est un formidable livre d'aphorismes et qui sont tout à fait remarquables. Et vraiment, j'encourage beaucoup à le lire. J'ai été passionné par sa lecture. Vous êtes gentil, c'est un livre assez personnel, mais quand on se sent étranger au monde dans lequel on habite, bon, forcément, on est porté vers une certaine forme de rébellion. Mais encore une fois, moi, ce qui me frappe, c'est l'évacuation du débat au profit du moulin à prière. On récite des mantras. Tout ce qui est à l'ouest de Sandrine Rousseau est potentiellement fasciste, d'extrême droite. C'est comme le racisme systémique, hein, c'est un peu la même chose, c'est partout. Vous venez de voir dans les informations que vous avez commentées, il y a des sondages qui maintenant donnent Marine Le Pen, la gagnante au second tour des présidentielles, à 55%. 55% de gens d'extrême droite. Vous voyez bien que ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire, donc il faut passer à autre chose. Parler des étiquettes, ça n'a aucun intérêt. Les étiquettes, c'est pour les pots de confiture. Hein. Moi, je préfère le contenu au contenant. Donc, on laisse tomber les étiquettes et puis on parle des idées, de ce que l'on pense, les uns et les autres. Voilà. J'aimerais alors votre expertise de philosophe, d'observateur, de journaliste aussi un peu, parce que vous avez aussi une formation journalistique, dans le fond, vous collez vraiment aux événements. Et j'aimerais que vous nous expliquiez comment, d'après vous, nommer les crises que nous traversons. Est-ce que c'est une crise sociale? Est-ce une crise démocratique? Est-ce une crise civilisationnelle? Comment voyez-vous la période que nous vivons? Est-ce une période quasiment révolutionnaire, dans le fond, ou pas?
Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Il se trouve, voyez-vous, que j'ai lancé en 1988 une revue qui existe toujours, qui s'appelait Crisis. Je l'ai appelée Crisis justement parce qu'il y a déjà 35 ans environ, je pressentais qu'on rentrait dans une époque de crise généralisée. Il ne faut pas oublier qu'en grec, le mot crisis veut dire à la fois crise, bien sûr, mais également décision. La décision qui permet de sortir de la crise. Depuis la crise, vous dites est-ce qu'elle est d'abord ceci ou cela? Elle est tout. Il y a une crise politique, une crise économique, une crise financière, une crise de la dette, une crise de la sociabilité générale, une crise des institutions, des syndicats, des partis, des églises, une crise morale, spirituelle, intellectuelle. C'est la crise généralisée. Et cette situation de crise, c'est au fond une caractéristique classique des périodes de transition, des périodes d'interrègne. Pour prendre la vieille formule canonique, à la tête, on ne peut plus, et à la base, on ne veut plus. Et donc, ça casse. Hein. C'est comme la dérive des continents. À un certain moment, il y a un choc, un petit cliquet, et puis ça fait des tremblements de terre, parfois des éruptions volcaniques. Alors, ces crises, je crois qu'on peut quand même les ramener à une fondamentale, c'est la crise de la démocratie libérale, qui n'est pas la seule forme de démocratie possible, tant s'en faut, mais qui aujourd'hui est véritablement rentrée en crise. La démocratie libérale, c'est la démocratie parlementaire et représentative. Le problème, c'est qu'elle représente de moins en moins, certains diront même qu'elle ne représente plus rien. Ils ne se sentent plus représentés. Et ça, c'est quelque chose de très fort. À partir du moment où la plupart des hommes politiques ou des députés sont élus par défaut ou par des petites minorités de suffrage par rapport aux inscrits, il y a évidemment un défaut de légitimité. Le système de la démocratie libérale aujourd'hui n'est plus producteur de légitimité au moment où l'État n'est plus producteur de socialité. C'est-à-dire qu'il y a un divorce. Est-ce que vous ne confondez pas, démocratie représentative et démocratie libérale? Parce que dans le fond, le libéralisme est quand même le meilleur moyen de se préserver du totalitarisme. Le libéralisme peut avoir une vertu. Ah, là-dessus, on ne sera pas forcément d'accord. Mais c'est une autre question. Non, pour la politologie classique, la démocratie libérale, c'est la démocratie parlementaire et représentative, constitutionnelle, faut-il. Alors vous voudriez la remplacer par quoi alors ? Etc. Oh, moi, je ne cherche pas à la remplacer. Je ne suis pas un auteur de programme. Je sais simplement qu'il y a des formes de démocratie plus directes, plus de base, plus participatives, qui peuvent suppléer aux défauts ou aux limites de la démocratie libérale. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir que l'on assiste à un divorce profond de la classe politique en général, oui, et du peuple. Les gens... Ça a été dit et répété, mais je trouve que les travaux de Christophe Guilluy, par exemple, sont très significatifs. Il y a une coupure. Il y a une coupure en deux. Les élites ont fait sécession, se sont repliées sur une activité hors sol dans les villes mondialisées. Et puis, les gens de peu, ceux que Macron regarde du haut de son trône avec autant d'arrogance que de mépris de classe, ceux-là, ils se retrouvent dans une situation de précarité, de paupérisation et de triple insécurité. Insécurité sociale, insécurité politique et insécurité culturelle. Et si on cherche les raisons pour lesquelles ça glisse vers le phénomène que vous avez signalé tout à l'heure, c'est-à-dire que la crise actuelle, à qui profite-t-elle de toute évidence au Rassemblement national? C'est peut-être parce que le Rassemblement national a su prendre en compte à la fois l'insécurité culturelle, les problèmes de l'islamisme, de l'immigration, et l'insécurité sociale, qui fait que des gens n'arrivent plus tout simplement à vivre avec les revenus du travail. Regardez ce qui se passe sur la réforme des retraites actuellement. Moi, je ne suis pas pour cette réforme des retraites. Mais je ne vais pas m'engager dans ce débat technique. Ce que je vois,
c'est que, comme à l'époque des Gilets jaunes, 70-75% de la population soutient ce mouvement. Ce qui me montre qu'en réalité, les retraites, c'est une chose importante, mais c'est un prétexte aussi. C'est tout ce qui permet à cette colère sociale qui travaille le corps de la nation, le corps public, d'exploser, de se manifester, et finalement le bienvenu. Les gens n'en peuvent plus, tout simplement. Mais il y a tout de même un paradoxe. Vous décrivez cette colère sociale qui est réelle, et en même temps, vous voyez sans doute comme moi une sorte de grand somnambulisme général, c'est-à-dire que cette société dite éruptive ne sort pas dans la rue, ou du moins elle ne sort que cornaquée par des syndicats. Mais enfin, les manifestations ne sont pas rêvées. Pas toujours. Alors c'est vrai pour la réforme des retraites, mais il n'y a pas que les syndicats quand même. Ce n'était pas vrai pour les Gilets jaunes, non, qui ont été quand même d'un esprit de résolution, avec, après, ça a un peu dégénéré. Mais enfin, oui, on a bien vu à quel point ces gens qui n'étaient pas mis autour des ronds-points, ni par les syndicats, ni par les partis politiques, se sont, semaine après semaine, avec des efforts extraordinaires, heurtés à une répression. Parce que là, c'était plus du maintien de l'ordre, hein, c'était une véritable répression qui donne la mesure de cette colère sociale. Donc, à l'époque, j'avais dit de la vague des Gilets jaunes que c'était un peu une sorte de répétition générale. Ben, on va de répétition générale en répétition générale. Alors on peut dire oui, mais les gens sont aussi apathiques. C'est vrai que les classes populaires s'abstiennent, c'est le silence des moutons. Hein. Mais on voit quand même que à chaque fois, ça s'arrête à un niveau plus élevé. Donc là, on est là devant une logique de fond, devant une dynamique de fond qui n'est plus du tout d'ordre conjoncturel, mais d'ordre structurel, et qui fait qu'on aboutit à une crise générale du régime, à une crise de système. Gabrielle Cluzel. Oui, sauf erreur de ma part, c'est de vous qu'on tient l'expression pensée unique. Hein, c'est vous qui l'avez pensée unique, oui, voilà, c'est exact, théorisé. Oui. Est-ce que ça fait un certain nombre d'années que vous avez théorisé ce concept? Est-ce que finalement ces crises ne vont pas aboutir à faire en sorte que le mur de la pensée unique s'effondre, justement? Est-ce que vous n'y voyez pas un signe? Je serais tenté de le dire comme vous, mais c'est pris dans une sorte de rapport dialectique. C'est-à-dire que plus ça s'effondre, plus ceux qui ont essayé de faire régner la pensée unique sous tous ces avatars ont du mal à le faire, plus on leur oppose non seulement des arguments, mais le réel, tout simplement. Et plus ils sont comme le chien à qui on veut enlever son os, c'est-à-dire plus ils deviennent agressifs. Et vous avez tous ces incidents que je qualifierais de burlesques, alors qu'en fait, ils sont bien souvent à pleurer. Lorsque je vois la charmante Madame Binet refuser de parler dans le micro que lui tend CNews au motif que CNews n'aime pas le pluralisme alors que c'est à elle qu'on tend le micro, on se dit que là, on atteint quand même des sommets, n'est-ce pas? Plus les délires dont je parle longuement dans mon livre sur l'identité de la pensée décoloniale, wokiste et autres, sur lesquels il y aurait à dire... Parlons-en un peu. Dans votre livre, vous relativisez un peu la menace que ferait peser le communautarisme. Alors peut-être y a-t-il effectivement une définition à donner, mais quelle est effectivement d'abord la hiérarchie des menaces, si vous en faites une, et quelle est la place du communautarisme aujourd'hui dans une société fragmentée? Alors là, il y a deux questions, si vous voulez. La hiérarchie des menaces. Il y a beaucoup de menaces, évidemment, aujourd'hui, mais je ferai deux catégories. Vous avez les menaces dont tout le monde est plus ou moins conscient, parce que ça fait du bruit, qu'on l'a sous les yeux. Et la première menace, c'est l'islamisme et tout ce qui s'y rattache, les attentats, le malheureux père qui a été tué, le père Hamel, le Bataclan, Samuel Paty, etc. Et les attentats, là, personne ne peut ignorer cette menace. L'autre menace, vous la mentionniez tout à l'heure, c'est une immigration
qui est devenue une immigration de peuplement, totalement différente des anciennes immigrations et du fait que, comme toujours, il y a des étrangers en France. Moi, ça ne me gêne pas un instant qu'il y ait des étrangers en France. Mais là, c'est tout autre chose. C'est une immigration de peuplement qui, dans certains de ces secteurs, tente à s'instaurer comme une contre-culture, une contre-société et à présenter des contre-valeurs, donc qui s'émancipent de ce qui devrait être la règle générale du fameux vivre ensemble, c'est-à-dire le respect d'une loi commune. Alors, et puis, en dehors de ces menaces, je crois qu'il y en a d'autres, très importantes, mais qu'on voit moins parce qu'on n'y est pas directement confronté dans l'existence quotidienne. J'en vois plusieurs. Il y a déjà ce que Stefan Zweig, dès 1924, appelait l'uniformisation du monde. Le fait que, petit à petit, les modes de vie s'alignent, on vit de la même manière, on construit de la même manière, la personnalité des peuples et des cultures s'efface. Ça, c'est une grande menace. La marchandisation du monde, c'est-à-dire que la diffusion des valeurs marchandes colonise l'imaginaire symbolique au profit de valeurs de profit, de concurrence, de guerre de tous contre tous. Vous décrivez la mondialisation. Bien sûr, la mondialisation, oui. Mais en comprenant bien que la mondialisation, c'est d'abord l'universalisation du modèle du marché selon les règles de libre-échangisme, sur la libre circulation des hommes et des capitaux. Il y a la montée de l'inculture. Alors, on ne va pas revenir là-dessus, mais elle est évidente. Elle va de pair avec la montée de la laideur, qui est également quelque chose de terrible. Et puis, il y a deux grandes menaces, à mon sens, dont on va de plus en plus parler. Premièrement, c'est la mise en place d'une société de surveillance et de contrôle. Alors, on le sait bien, on le voit bien, mais ce n'est pas seulement en Chine que ça se passe. Les démocraties occidentales disposent dès à présent, pour vous surveiller, vous contrôler, de moyens techniques dont les anciens régimes totalitaires auraient seulement pu rêver. Et puis l'autre dernière menace, et qui, à mon avis, est une très grande menace, c'est le développement de certaines technologies avec en visière les chimères, la fusion programmée de l'électronique et du vivant, et puis le massif de l'intelligence artificielle, dont on commence déjà à pas mal parler, mais dont on ne voit que le tout début de l'iceberg. D'après des données que j'ai lues récemment dans une revue scientifique qui avait l'air à peu près sérieuse, les possibilités de l'intelligence artificielle vont être multipliées dans les 10 ans qui viennent par 1 million chaque année. Donc, il ne reste plus qu'une minute. Donc on ne voit que le début. Voilà ce que je voulais dire. Nous sommes à Pâques. Quelle est la place du sacré? Alors vous avez pris vos distances avec le catholicisme, avec le christianisme, mais malgré tout, j'aurais voulu savoir quelle était la place du sacré. Est-ce que le sacré peut être également une bouée, dans le fond, dans cet univers matérialiste que vous nous décrivez? Et là, vous avez 54 secondes. Bien sûr, d'accord. Alors, le sacré, qui me paraît plus important que le saint, ce n'est pas la même chose. Le sacré n'est pas lié intrinsèquement à une religion plutôt qu'à une autre. Le sacré est une aspiration naturelle de l'homme qui a besoin qu'il y ait quelque chose qui le dépasse, qui le tire un peu par les cheveux au-dessus de lui-même. Et le problème, c'est que le sacré, tout comme la vie méditative, comme la vie intérieure, comme le disait Bernanos, est éteint progressivement par ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'explosion des valeurs de profit et d'intérêt qui découragent toute appétence vers le sacré, vers ce qui nous excède de nous-mêmes. Le capital, lui, il s'excède de lui-même par suraccumulation, mais nous n'avons plus le moyen de nous excéder de nous-mêmes par le sacré, entre autres. Merci à tous les trois. Merci encore Alain de Benoist. Je rappelle vos deux ouvrages, L'exil intérieur, entre autres,
évidemment. Et nous et les autres, l'identité sans fantasme. Vous parliez du sacré, on pourrait peut-être citer Reconquérir le sacré de Sonia Mabrouk. Ah oui, bien sûr. Puisque c'était la dernière question. Merci, cher Yvan. Le sacré, c'est Merci, Alain de Benoît. sujet d'émission pour des heures. Hein. Ah, bah écoutez, on va essayer, mais juste après cette émission. Non, merci. C'est enquête d'esprit. Merci à vous et merci de votre patience, parce que je m'aperçois que j'ai un peu trop parlé. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, C'était C'est la passionnant. règle du jeu. La publicité, à tout de suite sur CNews.